Et bah les gars, on finit cette année 2024 avec malgré tout un match quand même très satisfaisant de cette équipe de France. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, désolé, débrief qui sort un peu tardivement, qui sort le lendemain matin. Voilà, on s'est reposé hier. Je vous avoue que j'étais très fatigué. Je peux vous raconter un petit peu ma vie puisque bon, en réalité, match un petit peu plus intéressant. L'équipe de France, victoire 3-1 face à une Italie que j'ai trouvé un peu décevante d'ailleurs par rapport à ce qu'ils avaient proposé sur le match aller. Peut-être qu'aussi c'est parce qu'on avait une meilleure équipe de France avec un plan de jeu un peu plus cohérent et qui a fait vraiment mal, on va dire, en tout cas qui a bien embêté cette équipe italienne. Mais ouais, une Italie qui m'a un peu déçu, une équipe de France sympa mais sans plus non plus, je trouve, hein. J'ai pas envie de taper sur l'équipe de France aujourd'hui parce que malgré tout, victoire 3-1 face à l'Italie, même si c'est pas l'Italie des années 2000, ça restait une équipe qui était sur une plutôt bonne dynamique. En plus, tu reprends la première place de la Ligue des Nations. Donc, on peut dire que tu finis malgré tout cette année 2024 sur une bonne note. Même si on va faire une petite vidéo bilan de l'équipe de France en 2024. Et qu'il y aura des choses à dire. Mais ouais, vite fait, pour vous parler un petit peu de moi. Voilà, j'ai très fatigué, très fatigué hier. Mine de rien, on a beaucoup charbonné, hein. On a beaucoup charbonné ces derniers temps sur la chaîne. On a proposé beaucoup de contenu. En plus, en ce moment, il y a moins de choses à dire, hein. Voilà, période de trêve, on connaît. Il y a moins de choses à dire, il y a moins d'infos, on va dire, intéressantes. Il y en a encore quelques-unes qui passent par-ci par-là, mais il y a moins vraiment de trucs. Donc l'enchaînement fatigue plus des sujets un peu moins intéressants a fait que voilà, je me suis reposé hier, j'étais fatigué. Je me suis endormi très tôt, juste après le match, et du coup, on se réveille là en ce lundi matin, et puis on tourne tout ça quoi. Voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et débriefer un petit peu ce match. Déjà la compo, si je dois être honnête, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, ce soir, il y a moyen que je m'endorme devant le match. Mais franchement, la compo faisait pas rêver. Et au final, et c'est ça qui est un petit peu beau avec le sport qu'est le football, c'est que la composition de l'équipe de France, tu vois, face à Israël me faisait beaucoup plus... tu vois, j'y attendais beaucoup plus. Je me disais, ah, on peut voir des trucs sympas. En plus, c'était Israël en face. Donc, tu pouvais te dire, ah, bon, on va avoir des buts normalement. On devrait avoir des actions. Bon, au final, on s'est fait chier. On a débriefé le match. N'hésitez pas à aller voir le débrief du France-Israël si ça vous intéresse. Quoique, vu la gueule du match, je sais même pas. Mais en tout cas, au final, c'était très ennuyant. Et là, bah, c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire que sur le papier, la compo, franchement, j'attendais rien de cette équipe. Et au final, bah, j'ai vu des choses intéressantes. Alors bon, c'est pas du Joga Bonito, hein, on va pas se mentir. On a quand même eu, je trouve, une animation un peu sympa proposée par Deschamps, qui, je pense, de base a plus été là pour essayer de contrecarrer cette équipe italienne qui, on le sait, elle, c'est avec des latéraux, des pistons qui vont très haut. On l'a vu d'ailleurs, Di Marco, qui passeur décisif sur le but italien, et qui avait été très bon au match aller par ailleurs aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette animation, parce que là, du coup, on est sur un 4-2-3-1 avec Guendouzi en 10. Bon, en réalité, c'était pas du tout ça. C'était plus un 4-3-3 avec Nkunku en pointe, Thuram à gauche, Kolo Muani à droite, et en fait avec ballon, on avait Kolo Muani et Thuram qui se recentraient un peu comme s'ils jouaient à 2-9, enfin comme si on jouait à 2-9, et avec un Nkunku qui se baladait un peu plus, qui faisait entre guillemets le faux 9, numéro 10, appelez ça comme vous voulez, bref, qui faisait un petit peu le meneur de jeu, qui décrochait, qui venait participer au jeu. Et derrière, on avait cette ligne de 3 milieux, où d'ailleurs j'ai pas vraiment réussi à déterminer qui était réellement le 6, qui était réellement les 8. Moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'était un milieu vraiment à plat. C'est-à-dire qu'à des moments tu avais Manu Koné qui était un peu plus en point de basse. Manu Koné qui a été très bon, on va en reparler après. À un moment on avait Manu Koné qui était un peu plus en point de basse, peut-être pour faire le meneur de... Enfin le 6 quoi, pour on va dire mener le jeu.
d'un petit peu plus bas. Après, à des moments, on avait Rabiot, on a eu peut-être Guendouzi qui était un peu plus dans le rôle de chasseur, comme aime bien Didier Deschamps depuis un petit moment, comme ce qu'a fait Zahir Emery face à Israël par exemple. Mais moi, j'appelle pas vraiment ça des numéros 10, j'appelle ça plus peut-être un milieu avancé qui est là pour, tu vois, proposer du volume, aller chasser, et on l'a vu, Guendouzi l'a très bien fait. En vrai, moi je trouve que c'est une proposition intéressante. C'est-à-dire qu'avoir un milieu avancé, je suis pas fermé à l'idée que j'aime pas le terme du coup de numéro 10 parce que pour moi numéro 10 c'est plus un meneur, enfin c'est plus un milieu avancé qui est là pour la création, mais je suis pas fermé à l'idée d'avoir un milieu avancé là comme là dans un 4-2-3-1, même si comme je vous l'ai dit en réalité c'était pas vraiment ce qu'on a là sur la compo, mais on l'a vu face à Israël par exemple où Zahir Emery il avait ce rôle un petit peu de milieu avancé et derrière tu avais le double pivot qui en fait est là juste pour presser, aller chasser. Moi je trouve que ça peut être une proposition intéressante et notamment je me rappelle à l'époque c'était le Reims de Will Steele qui le faisait très très bien. Le Reims de Will Steele à l'époque où si je me trompe pas il avait mis Mounetzi dans ce rôle de en gros numéro 10 qui est Mounetzi de base qui est plus un 6, enfin en tout cas un milieu à vocation un peu plus défensive on va dire, et en fait Will Steele l'utilisait dans ce rôle de numéro 10 pour qu'il aille presser très très haut et pour aller chercher très très haut parce que il avait un tel volume de jeu etc qui ratissait beaucoup et il était très bon au pressing. Bref, c'était la petite aparté tactique, mais je suis pas fermé à l'idée quoi. Donc ouais, tout ça pour dire que sur le papier l'équipe me vendait pas du rêve et au final ça a été pas mal, et même j'ai limite envie de dire le joueur qui peut-être m'a le plus déçu du 11, bah, c'est un titulaire indiscutable habituel, c'est Jules Koundé. Jules Koundé pour moi il fait pas du tout un top match, et en plus de ça il est clairement fautif sur le but encaissé. Et pas très très bon rassemblement de Jules Koundé. Il sortait d'un euro et de dernier rassemblement convaincant. Là sur les deux matchs ça a été compliqué, mais ça commence à faire un petit moment, parce que un petit coup de moins bien, parce que déjà je me rappelle sur les derniers matchs du Barça, Koundé il était moins irréprochable que, bon, même si ça reste excellent, mais vous avez compris l'idée. Bref, on avait aussi Saliba Konaté, Lucas Digne, on va en parler juste après. On peut passer à la suite. Donc Lucas Digne, Adrien Rabiot fêtent leur 50e sélection de la plus belle des manières ce soir face à l'Italie. Rabiot doublé. Les gars, franchement, si on m'avait dit que Rabiot allait mettre un doublé, alors franchement, no hate, hein. C'est pas, commencez pas à dire oui, Rabiot il met doublé, et du coup c'est l'homme du résultat, tu vois. J'aime bien ce truc d'ailleurs qui ont un peu instauré Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Vous savez, si vous regardez souvent les matchs du Barça et du Real sur Beansport, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, souvent ils font homme du résultat et homme du match vraiment. Pour moi, la Rabiot c'est l'homme du résultat, avec Lucas Digne, les deux du coup, parce que doublé, Lucas Digne il fait deux passes D, plus pour moi je lui compte le coup franc, hein, même si c'est un CSC, je lui compte le coup franc. Mais Rabiot, moi je trouve pas qu'il fait un top match. Voilà, moi je trouve que dans son match, bah après tu vois il met doublé donc c'est dur de dire ça, mais je trouve que son match est pas dingue. Tu vois, si t'enlèves ces deux têtes, en fait le match de Rabiot, c'est pour moi c'est le moins bon par exemple au milieu de terrain. Pour moi, j'ai trouvé moins bon que Guendouzi, j'ai trouvé moins bon que Manu Koné. Après, peut-être que certains vont pas être d'accord, mais après, du coup, bien évidemment, c'est l'homme du résultat. Il met doublé, tu peux rien dire à ça, tu vois. Et malgré tout, grâce à ce doublé, t'es obligé d'avoir une bonne évaluation de lui. Mais voilà. Lucas Digne pour sa 50e sélection ce soir à San Siro, un coup franc merveilleux et du coup deux passes décisives. Malheureusement, son premier but avec les Bleus qui ne va pas compter. Alors, c'est tout à fait logique. Parce que en réalité son coup franc tape la barre et c'est le dos de Vicario qui l'a fait rentrer. Maintenant bon voilà, dans l'esprit du jeu c'est terrible quand même. T'as envie de lui donner ce but. Honnêtement t'as envie de lui donner ce but. Le coup franc est magnifiquement bien tiré. Honnêtement il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Moi, moi j'étais devant la télé. À ce moment là du match en plus c'était un moment pas de temps faible, mais c'était un moment un peu plus tranquille quoi. Et d'un coup, t'as Lucas Digne, il t'envoie cette patte. Mais de toute façon, globalement, Lucas Digne, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il a une sacrée patte, hein.
Il a une très bonne patte, coup de pied arrêté et tout. Il me semble qu'à Aston Villa, c'est lui aussi qui les tire, en tout cas les corners. Et ouais, Lucas Digne, voilà, bah, les 3 derniers buts marqués par des joueurs français ont été servis sur un plateau par Lucas Digne, 3 passes D. Il y a du coup le débat par rapport à Théo Hernandez, qui en plus, on l'a vu très récemment, se sentait un peu isolé du groupe, etc. Pour l'instant, je pense que Théo garde un peu d'avance, mais à voir par la suite, on ne sait jamais. Quel joueur doit être nommé homme du match? Et ben moi, peut-être que je vais vous surprendre. Bon, Lucas Digne, bien évidemment, top match, etc. Les 2 passes D. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a Rabiot qui m'est doublé. Mais moi, j'ai trouvé que c'était Manu Koné. Manu Koné, franchement, très fort. Rien à dire. Pour moi, l'homme du match, Manu Koné. Après, Lucas Digne et Rabiot pour les stats. Et ils ont été aussi très bons. Mais Manu Koné, moi, j'ai trouvé ça très bon. Et du coup, les prochains adversaires de l'équipe de France pour la Ligue des Nations, la France qui se qualifie en tant que premier du coup. Premier, c'était mal barré de base. Et du coup, la France jouera la Croatie, les Pays-Bas ou le Danemark ou la Serbie. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.